Équipe de campagne connue, on attend le programme. Le FCC est en ordre de bataille. Lambert Mende Malaga, bonjour. Bonjour. En ordre de bataille pour gagner les élections? Oui, nous sommes déterminés à les gagner, à tous les niveaux. Est-ce que, dans votre stratégie, l'éventualité de la défaite a une place? Non, parce que nous avons mis du temps à nous préparer et nous voyons ce qui se passe en face de nous. Ce n'est pas la même chose parce que c'est dans les chancelleries, c'est dans vos studios, c'est dans les capitales occidentales que l'on fait campagne, si on peut s'exprimer ainsi. Je ne pense pas qu'ils peuvent s'adjuger un résultat positif avec cette façon-là, cette méthodologie-là. Mais quand on parle d'usure du pouvoir, on parle de continuité. Le FCC, c'est la continuité d'une œuvre qui a démarré il y a 17 ans. Est-ce que cette usure du pouvoir ne peut pas jouer en faveur de ceux que vous dites non organisés? La querelle sémantique n'est pas de mise. Nous parlons de consolidation, de choses qui se sont mises en place. Il faut voir ce que le pays était lorsque Kabila est arrivé au pouvoir. Il faut voir ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce que c'est la panacée? Non. Il faut donc consolider. C'est ce à quoi nous allons nous atteler. C'est ce que nous allons proposer à notre peuple et je pense que c'est ce que tout le monde attend. On a dit pour la semaine prochaine, on a promis pour la semaine prochaine le programme. Qu'est-ce que le candidat Emmanuel Ramazani Shadary peut faire qui n'a pas été fait en 17 ans? Beaucoup de choses, la consolidation justement de ce qui a déjà commencé. Et donc on ne peut pas dire que le Congo soit un paradis, ça n'existe nulle part au monde. Mais je pense qu'il le dira lui-même, je me garderai bien de lui brûler la politesse. Il sera temps, lorsqu'il prendra la parole, de décliner ce qui sera fait. Je sais que nous participons tous à la rédaction de ce programme, nous en discutons, mais il lui revient la primeur de le décliner au public et il attend le moment M, le temps T, le jour J fixé par la loi et la CENI pour pouvoir présenter ce programme et nous prendrons le relais à ce moment-là. Il fera mieux que Joseph Kabila? Il consolidera ce que Joseph Kabila a fait de très bien parce que si ce pays existe encore dans les frontières héritées de la colonisation, on le doit à quelqu'un, c'est Joseph Kabila. Si nous sommes en sécurité sur la quasi-totalité des 149 territoires du pays, nous le devons bien à quelqu'un, c'est à Joseph Kabila. Si nous avons aujourd'hui la 10e armée d'Afrique après que l'on ait de manière tout à fait, délibérée, essayer de nous empêcher d'avoir une armée et que nous disposons aujourd'hui de la 10e armée en termes de force de projection et d'équipement en Afrique, c'est à Joseph Kabila que nous le devons. Si des chantiers ont commencé, des routes relient aujourd'hui la plupart des provinces, c'est à Joseph Kabila. Mais ce n'est pas encore le paradis, il faut consolider. C'est ce que Shadary, s'il gagne, devra faire. Joseph Kabila a dit à un moment donné, bon peut-être on devrait lui poser la question de savoir s'il a changé d'avis. Je n'ai pas 15 personnes. Emmanuel Shadary n'a pas commencé qu'il a déjà presque 600 personnes. Il va réussir avec ces 600 personnes ce que Joseph Kabila à un moment donné se plaignait de ne pas être arrivé à faire? Il n'y a qu'à espérer que parmi les 600 se trouvent les 15 qui manquaient au président Joseph Kabila, parce que dites-vous bien que le chef de la famille politique FCC, c'est Joseph Kabila. Et Shadary n'a pas constitué son équipe sans consulter le chef de la famille politique. Et donc Joseph Kabila a eu son mot à dire et il n'est pas exagéré de penser que parmi les 600, il y a probablement les 15 éléments qui ont tant manqué à notre président pour mener beaucoup plus vite à bonne fin le programme d'émergence qui est le sien à la tête de ce pays et qu'il va continuer d'ailleurs à suivre de près comme chef de la famille politique qui va certainement glaner la majorité aussi bien aux provinciales, aux législatives qu'à l'élection présidentielle. Ces 15 seraient déjà là alors que dans la liste ou dans les différentes cellules, les noms qui ont été publiés ce samedi, on retrouve beaucoup de ceux qui étaient là hier autour du président Joseph Kabila? Oui, mais vous savez, 600 moins 15, c'est toujours 585.
peut-être que dans les 585, il y a de livrets, mais que peut-être qu'il y a 15 que l'on peut qualifier de bons grains et qui peuvent donner de leur mieux, parce qu'il faut aussi du temps pour construire un monde. Et il faut aussi un environnement. Nous avons été souvent empêchés, il faut le reconnaître, de faire ce que nous voulions faire par des agressions. Voyez ce qui vient de se passer avec l'Angola, voyez ce qui s'est passé avec d'autres à la frontière Est. Je ne voudrais pas créer de nouveaux incidents diplomatiques. Nous avons perdu 6 millions d'hommes quand même dans ces agressions. On l'oublie un peu vite. Hein. Et donc, Joseph Kabila n'a pas eu les mains tout à fait liées, tout à fait libres. Et ce n'est pas à cause de ses concitoyens à l'intérieur du pays que cela a été provoqué. Il y a ces convoitises qui ont agi comme quelque chose qui l'a empêché de pouvoir déployer ses talents qui sont immenses au service de ce pays. Emmanuel Ramazani Shadary, lui, arrivera à se déployer, arrivera à faire ce qu'il espère faire. Personne ne peut avoir le statut de Deus ex machina. Il faut que ce soit une action de tous. Kabila l'a compris. C'est pourquoi il a légué à Emmanuel Shadary cette structure, cette méga-structure qui s'appelle le Front commun pour le Congo, qui va au-delà même des projets de société, au-delà des chapelles politiques, philosophiques. On a dit qu'il faut ratisser le plus large possible, mettre les Congolais autour de ce qui est plus important que cela, le Congo qui risquait sinon de disparaître. Donc c'est quelque chose de fondamental. Peut-être que nous avons ignoré cela et que nous sommes allés un peu vite en besogne en donnant plus d'importance à ces considérations de nuances politiques, philosophiques, idéologiques. Revenons sur ces 600, ou à peu près, un peu plus de 500 en tout cas, qui sont dans la cellule. Comment s'est réalisé ce choix? C'est le candidat qui a constitué ces équipes, parce qu'il y en a 48, lorsque vous parlez de près de 500, c'est 48 cellules, chacune spécialisée dans un des domaines précis de la vie nationale. Et donc, je ne saurais pas, moi, vous dire quelle a été sa méthodologie. En tout cas, en ce qui concerne la communication, moi, j'ai été consulté, d'autres l'ont été, et nous allons faire notre travail. D'ailleurs, je commence maintenant par vous. Vous avez l'honneur de me recevoir en prime depuis que j'ai été désigné hier officiellement par l'honorable Emmanuel Ramazani Shadary. D'autres vont pouvoir se déployer également, chacun dans le secteur qui est le sien. Mais d'autres disent déjà qu'ils n'ont pas été consultés, qu'ils ne sont pas membres de ces cellules. On cite le révérend Kankienza, on cite le président de l'UNPC Kasonga Chilunde, on cite le sélectionneur national Florent Ibenge. C'est tout à fait, à mon avis, quelque chose que je ne peux pas commenter dans la mesure où je n'ai pas encore vu ces revendications. En deuxième lieu, personne de ces trois que vous citez n'a la direction d'une cellule, et donc c'est périphérique. Je pense. S'ils n'ont pas été consultés ou qu'ils n'ont pas été suffisamment consultés, je pense qu'ils s'en expliqueront avec l'honorable Shadary, qui est le superviseur, qui est celui que nous tous, nous sommes appelés à conseiller. Après tout, nous ne sommes que des conseillers de M. Shadary. Et donc, si quelqu'un a vu son nom sur la liste des conseillers de celui qui va porter les couleurs de la famille politique Front commun pour le Congo sans avoir été consulté, il va informer M. Shadary qui va le remplacer immédiatement, et ça ne sera pas avec de grands dommages, puisque à ce niveau-là de membres simplement de ces équipes-là, ils ne sont pas ni coordonnateurs ni rapporteurs, et donc ça ne pose pas de problème particulier. Mais ce sont quand même des intervenants de choix, président de la corporation journaliste, sélectionneur national, très au fait du sport, président de l'association des églises de réveil. Je vous dis que je ne peux pas commenter parce que c'est vous qui me dites qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas été consultés. Je préfère l'entendre moi-même de leurs oreilles. Je préfère en discuter avec notre joker, M. Shadary, et vous dire exactement ce qu'il en est
Certainement qu'il y a eu un malentendu. Mais je vous dis que même s'il partait, ce n'est pas le seul sportif qu'il y a, ce n'est pas le seul journaliste qu'il y a, et ce n'est pas la seule église du réveil ou le seul animateur d'église du réveil qu'il y a. Ça ne sera pas la fin du monde. Personne n'est indispensable donc? Non, personne, même pas moi. Vous êtes au gouvernement, avec vous, beaucoup du gouvernement sont dans ces cellules. Est-ce qu'il n'y a pas mélange des genres? Non, pas du tout. J'ai entendu ça et ça m'a beaucoup étonné parce que nous sommes dans un pays où notre référentiel, c'est la loi. Alors, on ne nous dit pas quelle loi interdirait à un ministre de faire campagne pour un candidat président de la République. La loi nous autorise, par exemple, moi qui suis ministre, à faire campagne pour moi-même. Je suis candidat député national dans ma circonscription. Alors, je ne vois pas où la loi a précisé que je pourrais faire campagne pour moi, mais qu'il m'est interdit de faire campagne pour le candidat président de la République. Oui, mais quand c'est sincèrement quelque chose qui est tout à fait à côté de la question. La problématique, c'est de prouver que j'utilise les moyens que l'État met à ma disposition pour faire mon travail de ministre, pour faire soit ma campagne, soit la campagne de M. Chadari. Vous m'avez accueilli dans votre parking, vous ne m'avez même pas vu venir avec un chauffeur de l'État, c'est le chauffeur de ma femme qui m'a amené dans la voiture privée de la famille. Donc il ne faut pas raconter des histoires. Il y a la cellule de crispation et mesures de confiance. Est-ce que cette cellule aura pour tâche notamment de sécuriser ceux qui, quand ils auront affaire au ministère de l'Intérieur, auront aussi affaire à celui qui, chez vous, aura ou a la charge de sécuriser les élections? Je pense que la cellule qui concerne la décrispation et les mesures de confiance concerne tous les Congolais. Il y a des Congolais qui estiment qu'il n'y a pas assez de mesures de décrispation. Il y en a d'autres qui estiment que les mesures de confiance ne sont pas équitablement réparties. Moi, par exemple, ou le candidat Chadari, nous sommes frappés par des sanctions que nous avons trouvées complètement illégales prises par l'Union européenne sur des pressions qui ont été faites par un État européen, la Belgique, et qui a été encouragé par beaucoup dans l'opposition et dans la société civile proche de l'opposition. Et nous avions demandé qu'on puisse, par mesure de décrispation, nous mettre sur le même pied d'égalité que d'autres candidats. Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait. Et donc, M. Azarias Rouberois, qui est un excellent avocat, peut aussi prendre en charge ces cas-là. Parce que nous avons aussi des revendications. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas la même égalité, le même traitement d'égalité? Pourquoi est-ce qu'un de mes adversaires a pu se permettre devant un de vos collègues de dire que j'étais un criminel recherché par la justice européenne, alors que c'est faux? Pourtant, il y a des sanctions européennes qui ont été prises contre moi de manière tout à fait injustifiée. Et donc, je crois que la décrispation n'est pas passée par là. Peut-être que dans l'autre camp aussi, certaines personnes estiment que la décrispation n'est pas suffisante. Et donc, M. Rouberois sera chargé d'envisager la possibilité de rencontrer les revendications des uns et des autres. Il n'y a pas qu'un seul camp qui recherche la décrispation. Vous disiez sur Top Congo il y a quelques jours, pourtant, qu'en ce qui concerne la décrispation, tout est terminé, tout va bien, tout a été... Ce qui devait l'être l'a été réalisé. Oui, pour nous, ce qui devait l'être l'a été, mais il y a des mesures qui ne dépendent pas de nous. Ce n'est pas nous qui sommes l'Union européenne qui avons pris des sanctions contre nous-mêmes. Or là, vous avez des mesures qui continuent à produire leurs effets, puisqu'on les utilise même contre nous dans la campagne. Vous comprenez, il n'y a pas égalité de traitement. Au niveau congolais, il n'y a pas totalement décrispation. Au niveau congolais, la décrispation... Au niveau congolais, tout ce qui pouvait être fait au plan légal l'a été fait, parce que nous avons dit, on ne touche pas à la Constitution. C'est d'abord ça qui a été dit. Et la Constitution consacre l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est pourquoi, en matière de décrispation pour des gens qui ont maille à partir avec la justice, nous avons constitué cette commission de hauts magistrats qui a décidé que pour une certaine catégorie, c'était possible. Des mesures ont été prises par les hauts magistrats, pas par nous. Comment un gouvernement pourrait-il statuer sur le sort de personnes qui sont à la disposition des cours et tribunaux? Mais pour d'autres, que ce n'était pas possible au regard de la loi. Les cas emblématiques dont on a parlé... Emblématique, Christian, c'est un terme utilisé par les avocats de ces gens-là qui sont en prison. Ce n'est pas un terme qui figure dans l'accord. Les cas emblématiques. Pourquoi est-ce qu'il serait emblématique? Par rapport à quoi? Pourquoi est-ce qu'il serait différent d'un autre citoyen?
Notre Constitution garantit l'égalité de tous devant la justice, devant les institutions publiques. Donc là, dans l'accord, il n'y a pas d'emblématique. Dans la Constitution congolaise, il n'y a pas d'homme emblématique. Mais laissons-leur le choix de leurs mots. En ce qui concerne ces emblématiques-là, il y a des cas où on a dit, sans violer la loi et la Constitution, alors que l'accord nous appelle à respecter la loi et les constitutions, les magistrats ont estimé qu'on ne pouvait pas aller plus loin. C'est tout simplement cela. Revenons sur cette cellule décrispation et mesure de confiance. Je reviens à la question. Le chef de la cellule sécurisation, c'est le ministre de l'Intérieur. Le ministre de la Défense figure dans cette mesure de conception. Aussi, oui. Oui, c'est le ministre de l'Intérieur, l'ancien chef, le ministre de la Défense, l'ancien chef d'état-major de l'armée figure dans cette commission. Vous allez sécuriser ces élections comment? Quand le ministre de l'Intérieur Nous avons parlé de sécuriser les candidats. Parce que nous avons un problème aussi. Moi, aujourd'hui, je suis victime d'une campagne malveillante de la part des opposants qui me présentent comme un criminel. Vous comprenez? Ça, c'est plutôt la cellule juridique qui, d'ailleurs, est dirigée par le directeur de cabinet du président de la République. Il n'est pas impossible aussi que, allant faire campagne, je me trouve en but à des gens qui, par malveillance, cherchent à m'empêcher de me déployer. Donc cette cellule-là pourrait faire la liaison avec les services compétents qui sont la police. Donc le ministre de l'Intérieur qui a autorité sur la police, le ministre de la Défense qui a autorité sur l'armée, agirait en priorité pour des membres du FCC au détriment des autres candidats, puisque membres de ces cellules. D'abord, le ministre est un homme politique. Je vous signale qu'il est candidat quelque part. La Constitution ne le lui interdit pas. Alors, il faut prouver qu'il a utilisé ses pouvoirs de ministre ayant la tutelle de la police pour favoriser notre famille politique. Je ne pense pas que c'est le cas. Moi, je suis ministre de la Communication. Et je peux vous donner des exemples d'opposants qui ont eu accès aux médias, etc. Vous ne prouverez jamais que moi, j'ai donné une instruction à la RTNC, par exemple, pour ne recevoir que des gens de mon camp. Oui, mais ça ne m'empêche pas de faire ma propre campagne ou la campagne de mes amis. Oui, mais à la RTNC, puisque vous avez abordé le sujet, à la RTNC, les opposants se plaignent de ne pas avoir de visibilité autant que le candidat Chadari. Je suis en mesure de démentir cela parce que je connais des opposants qui passent régulièrement à la RTNC et il faut faire la part des choses entre la publicité et la fameuse visibilité. En termes de campagne, la campagne n'a pas encore commencé. Pour l'instant, c'est des gens qui vont, dans le cadre du service commercial de la RTNC, vous payer et on fait passer votre rubrique. Aujourd'hui, le candidat X ou Y qui n'est pas Raymond Emmanuel Ramazani Chadari pourrait, par exemple, avoir la couverture de ses activités sur la RTNC? Tout à fait. Il y a un candidat qui passe son temps à démentir cela, monsieur le pasteur Théodore Ngoyi. Moi, je l'ai suivi personnellement et j'étais estomaqué de l'entendre démentir cela, alors que je l'ai suivi en train de décliner son programme à la RTNC. Pas plus tard qu'hier, le porte-parole de l'UNC de monsieur Kamere Jolino Makelele a pu participer à un débat du début jusqu'à la fin, et c'est tous les jours que nous voyons des opposants participer. Et j'ai reçu même des plaintes de vos collègues de la RTNC qui se plaignent des rendez-vous manqués avec beaucoup de leaders de l'opposition qui les invitent à venir prendre la parole et qui se déclinent à la dernière minute et qui se désistent à la dernière minute. Donc mais, ce n'est pas du fait de la RTNC. On va pas aller avec un fusil pour les prendre, ou on ne va pas empêcher la RTNC d'émettre parce que des gens de l'opposition se désistent. Donc ce n'est pas du fait de la RTNC, c'est du fait de l'opposition elle-même. Mais c'est elle-même. C'est elle-même qui est, pour beaucoup de gens, ils estiment qu'être vu à la RTNC, c'est peut-être être qualifié de pro-pouvoir, etc. Donc c'est eux-mêmes qui ont peur d'être vus à la RTNC. J'ai l'impression. Financement. On a vu ce qui s'est passé au stade des Martyrs. Certains parlent de 10 000, 5 000 francs congolais remis contre leur présence sur place. Mon Dieu. Qui va financer ce qu'on appelle déjà cette méga structure du FCC? Qui va financer votre campagne? Tout d'abord, il faut rappeler que nous sommes une structure très composite. Nous avons la majorité de parlementaires. Ce ne sont pas des gens qui sont dépourvus de moyens. Nous avons plus de 200, 250 partis politiques qui ont leur cotisation. Nous avons des hommes d'affaires qui font partie de notre famille politique. Nous avons des ministres. Moi, je cotise dans mon regroupement politique, même si je ne le gère pas, je cotise.
Lorsque nous décidons d'un événement comme celui d'hier, il y a une sorte d'émulation qui se met en place où nous voulons montrer chacun sa visibilité, son importance. Et donc, chacun est chargé de mobiliser selon les moyens qui sont à sa disposition. Et moi, je sais que chaque fois que des événements comme ça arrivent, notre président national, M. Mouswanza, qui gère nos fonds, signe un chèque, nous prenons de l'argent de notre caisse et nous louons des bus pour transporter nos militants. Qu'est-ce qui l'empêche? Est-ce qu'il y a une disposition qui empêche cela? Au lieu de perdre notre temps en des arguties sur ces questions-là, nos amis d'opposition feraient bien de parler programme. Les amis de l'opposition qui se le plaignent, notamment quand il s'agit de la compagnie de l'État Transco, à qui vous avez loué les bus. C'est une compagnie commerciale, oui. Qui avait mis ses bus à l'entretien quand il s'agissait de sa marche à elle, de ses organisations à elle. Ça, je ne sais pas. Vous poserez la question à Transco si vraiment elle a mis ses bus à l'entretien. Mais je vous préviens, il faut faire attention avec tous ces racontards. Moi, on m'a déjà tué plus de 19 fois dans les réseaux sociaux. Je suis bien en vie devant vous. Donc ces racontards-là, parfois lorsque vous vérifiez, vous vous rendez compte que ça se termine en eau de boudin. Il n'y a rien de concret. Ça m'étonnerait que Transco mette tous ces 500 bus à l'entretien. Mais Transco est une entreprise commerciale qui veut faire du bénéfice. Et donc c'est ce que l'État lui demande. Et lorsque Transco a des clients qui veulent louer ses bus, Transco ne peut qu'en être satisfaite. Donc il faut arrêter cette histoire-là d'inventer n'importe quoi. Même si nous avions loué 200 bus, ça n'aurait permis de transporter que 7200 participants, mais on a fait plus de 120, 150 000 personnes. Et alors le différentiel, il serait venu comment ?